Monsieur Rougeron, auriez-vous un topo ou un petit mot d'encouragement pour la cause nationale à nous transmettre? Une petite note d'optimisme dans cette marée noire de défaitisme? Écoutez, c'est pas le, enfin bon, moi j'ai connu enfin c'est l'avantage d'avoir, servi, depuis longtemps. Moi j'ai connu le camp national, sabrer le champagne à 15 et là on est à, 42, on est à 42 et le souci c'est qu'on voit bien que là pour le coup, ce n'est plus nos c'est plus du tout nos thèmes qui posent problème. D'ailleurs, le système les singe, tu vois, il met souveraineté absolument partout. Il montre les muscles sur l'immigration comme c'est pas lui qui les fait venir. Au point d'ailleurs, rappelez-vous Darmanin face à la mère Penleu. Donc le problème c'est plus les thèmes, le problème c'est la tactique. Quand on est battu à, faut être honnête, elle a fait ouais 42, donc il manque un peu moins d'une dizaine de points. Là, on entre dans le fait tactique. Et le fait tactique, c'est la plus-value candidat. Bon, on a fait 42 avec une chèvre. C'est pas si mal. Donc, la question, c'est est-ce qu'on continue à faire de la politique en dilettante, d'élection en élection, sachant que là, nous allons avoir très peu d'élections jusqu'à la prochaine présidentielle? Ou est-ce qu'on fait de la politique en se maintenant constamment dans l'opinion, en participant aux mouvements sociaux et en essayant d'être incontournable à la fois sur le terrain, mais également dans la prise sociale de pouvoir? Il n'y a plus que ça qui manque. Après, c'est un travail ingrat. Ça aurait été fait suivant d'ailleurs ce que voulait Florian quand il était au front, ce serait déjà fait. Bon, bah c'est un travail à faire. Bon, et le pire, c'est que les événements nous y aident. Donc voilà, à la rigueur, d'un certain côté, même le fameux débat, elle a été aussi mauvaise, voire pire que la dernière fois, au moins aussi mauvaise, sur la forme un peu meilleure, mais sur le fond bien pire. Et vous voyez que ça n'a même plus eu de place. Donc, sincèrement, pas de larmes. Là, pour le coup, tout est sur nos épaules. Après, bon, si on veut pas, on veut pas. Mais surtout, pas de pleurniche en politique. Si vous voulez, moi, c'est ce que je dis souvent à à mes enfants. Qu'est-ce que dans la situation là, pleurer, t'es utile, oui ou non? Bon, donc là, le désespoir ne fait qu'amplifier votre malheur. Donc, sortez-en. Il y a des tas de moyens de vous battre sans nécessairement que ça vous mine psychologiquement. Et si vous vous laissez marcher sur les pieds, c'est vous qui laissez l'ennemi avancer. Vous ne devez pas lâcher un maître de terrain. Surtout que maintenant, dernier point, ma génération encore, puisque la plupart des gens du Discord sont plus jeunes que moi, pouvait se barrer. Là, vous avez plus nulle part où vous barrer. Et comme vous l'avez signalé en citant Sun Tzu, il me semble, dans une de vos dernières vidéos, c'est dos à la rivière, dos à la montagne que les hommes sont les plus féroces. Exact. De toute façon, ils vont aller jusqu'au bout. Alors, ils vont aller. Maintenant, le système, on pourra y revenir dans la partie géopolitique ou géoéconomie, le système est sur les rails du mur, c'est-à-dire que maintenant, ce que nous avons annoncé, et là, il n'y a que nous, je tairai son nom, mais un grand économiste souverainiste que j'ai au téléphone ce matin même, me dit, j'y arrive plus, c'est trop triste, etc. Je lui dis, t'avais tout prévu? Il dit, oui, mais c'est trop dur à voir. Je dis, non, 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 non. On aurait préféré avoir tort. Bon, maintenant, comme disait Peggy, le grand ancêtre, faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Point. On l'avait prévu, ça arrive, il faut pas s'en réjouir loin de là, mais voilà, psychologiquement, il faut se préparer. Moi, je me suis préparé à ce qui arrive là. Je pensais le vivre dans très longtemps, je vous le dis. J'aurais pas cru que le système s'effondre aussi vite.
Moi, je pensais le vivre dans ma deuxième partie de vie ou dans ma dernière partie de vie. Mais là, pour le coup, ils sont tellement à se tirer des balles dans le pied que c'est fabuleux. Enfin, tu voulais et là encore, il n'y aura pas de mort de civilisation, etc. Pas de comment dire, pas d'eschatologie mal placée. C'est juste que voilà, si vous voulez, il y a des gens qui lancent des boomerangs et des boomerangs à merde et qui se les prennent dans la tronche. C'est triste, hein, quand on est dessous. Je vous l'accorde. Mais est-ce que c'est imprévisible qu'un boomerang que vous lancez vous revienne dans les dents? Non. Bon, on l'avait prévu, faut assumer d'avoir eu raison. J'aurais préféré avoir tort, mon camarade ce matin aurait préféré avoir tort, mais ce qui veut dire que nos diagnostics étaient les bons, que nos solutions sont certainement les bonnes, puisque de toute façon, toutes les autres ont été essayées, et je vous laisse contempler le résultat. Monsieur Rougeron, nous avons une petite surprise de dernière minute et ce sera la seule question vocale que vous aurez de la soirée. Je vais démuter notre chère petite Choron qui va vous poser sa question et elle l'a durement gagnée auprès de la modération. Ma petite Choron, je t'en prie et n'oublie pas de couper ton micro une fois que tu auras terminé. Allez, c'est parti. Guten Abend, Herr Rougeron. Die Moderation hat mir eine kleine Herausforderung angegeben und ich habe eine Frage für Ihnen auf Deutsch. Also, was denken Sie über eine wahrscheinliche Lebensmittelkrise in Europa? Ich denke an der Lage in Ukraine. Si quelqu'un peut me traduire en anglais ou Oui, en n'importe... Je peux traduire, c'était une petite blague de vous poser une question en allemand. Non, parce que je parle cette langue, mais je n'ai absolument pas envie de vous répondre, donc je voudrais qu'on traduise. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle crise alimentaire en Europe, et je pense notamment liée à la crise qui se passe en Ukraine, au niveau du blé, etc. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner que l'Ukraine, comme la Russie d'ailleurs, sont des greniers à blé, surtout la Russie d'ailleurs, qui est devenue un grenier à blé par les sanctions. Je préfère vous mettre ça dans la tête pour que vous compreniez ce qui va arriver. Or, vous avez entièrement raison. Il va avoir... Alors, a priori, les récoltes russes devraient se maintenir. Quand les Ukrainiens disent qu'ils vont maintenir les récoltes sous le feu, à titre personnel, ça veut dire qu'ils ont de bien meilleurs agriculteurs qu'ils n'ont de soldats. Donc, je suis dubitatif. Je ne dis pas que c'est impossible, je suis dubitatif. De toutes les manières, vous allez avoir un triple phénomène. Vous allez avoir, premièrement, en effet, des problèmes, parce que les sanctions vont influer sur le cours des matières premières agricoles. Vous allez avoir des problèmes d'accès. Vous allez avoir des problèmes évidemment de spéculation et vous allez avoir des problèmes d'anticipation rationnelle de la part du lobby agroalimentaire. Je peux vous dire que... Alors, j'espère avoir tort et j'émets une hypothèse. Je crains que beaucoup que beaucoup de spécialistes de l'agroalimentaire et de grossistes alimentaires soient en train de faire des stocks et qu'ils vendront au compte-gouttes. Alors vous me direz c'est atroce, je vous renvoie au passage de Germinal de Zola où il se passe en tout petit exactement la même chose. Et je crains que là, il y ait en effet une crise que nous voyons déjà dans des pays en développement ou dans des pays pauvres. Elles ne sont pas encore authentifiées, donc elles sont à prendre avec des pincettes. Mais il y aurait eu, je dis bien il y aurait, vu les images que nous avons reçues, des premières émeutes dans des pays comme le Sri Lanka. Donc évidemment, c'est les pays pauvres qui vont morfler les premiers. Et j'espère, je sais que les Russes y réfléchissent et j'espère qu'ils le feront, qu'ils interviendront en urgence sur la côte sud de la Méditerranée, parce que c'est là où ça va sauter pour une seule raison, hein, c'est que ils ont une alimentation qui est excessivement dépendante. Et nous pouvons perdre les derniers pays solides de la rive sud. Alors pour nous, Français,
le scénario atroce algérien, pour nous les Italiens et les Espagnols. Pour la totalité du groupe, le scénario égyptien serait catastrophique. Donc, la Libye n'existant plus, c'est un problème amplifié, mais qui sera non réglé, etc., etc. Donc, oui, nous allons avoir potentiellement une crise alimentaire de multiples visages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sortons dans quelques jours le numéro 29 de Perspectives Libres consacré à la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup pour votre réponse. Bon, après cette légère petite boutade, un tant soit peu programmée, nous allons enfin pouvoir passer aux questions de nos membres. Bon, comme d'habitude, on va essayer d'en poser le maximum possible, donc j'invite Monsieur Rougeron à nous répondre assez rapidement sans vouloir vous commander, parce que sinon je sens que je vais encore avoir une émeute sur le Discord. Donc, commençons par notre camarade Alexandre qui nous demande: pouvez-vous expliquer ce qu'est une triangulaire et à qui profitent les situations où elles apparaissent? Alors, une triangulaire, c'est dès que vous faites dans une législative 12,5% des inscrits. Alors, vous pouvez faire des triangulaires théoriques. Bon, le cas en France, ça se passe aux législatives. 12,5% des inscrits, vous vous maintenez au second tour. Alors, comme il y a en moyenne 50% d'abstention minimum, là, pour le coup, ça veut dire 25% des exprimés par tête de pipe, ce qui veut dire que les 3 candidats feraient 75%, que s'il y a 3 candidats qui font 12,5% des inscrits, ils font 75% des exprimés. Simple jeu mathématique. Donc, un candidat fait 12,5, 2 candidats font 12,5, ça c'est scénario classique, duel de deuxième tour, et un troisième en fait, si un troisième y arrive, on fait donc une triangulaire. La triangulaire, elle avantage souvent le camp le plus unitaire. C'est tout à fait logique. Là, le problème, imaginez, alors ça arrivera moins que ce qui était prévu à cause de la volonté de chasse à l'homme du Rassemblement national contre les hommes de reconquête. Mais là, pour le coup, comme l'électorat est coupé en 3, moi, c'est ce que nous avions conclu le soir du second tour avec mes hommes. Si la tendance de l'électorat coupé en 3 se maintient sans trop de déperdition, c'est une élection potentielle à triangulaire. Les agissements du Front National me font dire que ça va être beaucoup plus compliqué et, au passage, comme je l'avais annoncé, les Républicains devraient se maintenir quand même. Et si ça se trouve, c'est eux qui seront dans une partie des triangulaires. Donc voilà à quoi sert une triangulaire et voilà ce que c'est. Merci beaucoup, Monsieur Rougeron, pour cette réponse concise et précise. Maintenant, nous passons à une question de notre cher Nap Nap. Pensez-vous que la nouvelle Union populaire puisse être durable dans le temps et s'imposer comme la première force d'opposition à Macron? Alors, elle va s'imposer au soir du second tour, je pense, parce que de toute façon, quand bien même les Républicains auraient entre 60 et 80 sièges, ce qui n'est pas ridicule, de toute façon, les Républicains vont entrer immédiatement, et d'ailleurs ils le sont déjà, en crise d'ego pour savoir qui va prendre le truc. Donc il y a déjà un annoncé, ce qui est Julien Aubert. Il y a un homme qui est dans l'ombre, qui est M. Wauquiez, et il y a qui est également M. Lisnard. Je vous invite à vous renseigner donc sur le maire de Cannes, qui est un européiste fanatique, un archéo-libéral. Par exemple, là, il a fait un article ridicule dans Causeur où il cite Jean-François Revel. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un homme qui n'a pas été décongelé depuis la fin de la guerre froide, donc c'en est triste. Et donc, eux vont être neutralisés. Le Rassemblement national, de toute façon, Marine Le Pen est en vacances de longue durée. Et eh bien, il ne reste que M. Mélenchon. À titre personnel, je pense que cette alliance ne durera ce que durent les roses. Et je vais vous dire pourquoi. Pas du tout à titre électoral. Là, Mélenchon redevient le politicard 3e République ou 4e République, un peu dans son horreur. Mais je pense que au premier coup de semonce, le PS essaiera de le planter dans le dos et il le sait. Lui entend les plumer parce que Mélenchon, n'oubliez pas, carbure à la vengeance. Et là, il a pardonné pour mieux étouffer tous ceux envers lesquels il a des dettes de sang. Et c'est pas le genre d'homme à oublier ça.
mais au premier coup, que ce soit sur la paix en Ukraine, sur machin, etc., ça sautera, et surtout, il y aura un gros problème de classe sociale, parce que la petite fonction publique, les restes de prolo, supportent longtemps les IVA, les islamo-compatibles, plus les woke, ça durera ce que durera la première victoire, mais à la première déconvenue, ça va très vite s'écharper. Et la première déconvenue va arriver vite. C'est que Jean-Luc Mélenchon, comme vous le savez, a 70 ans. Il aura 75 ans. S'il veut se présenter, et peut-être en caresse-t-il secrètement la volonté, il va devoir maintenir une discipline de fer alors que les dents longues poussent dans son dos. Voilà. Merci beaucoup. Donc, question de coup de manchette balayette. Quelles seraient les compétences, connaissances, savoir-faire et savoir-être d'un bon député ou d'un député souverainiste? Alors, déjà être travailleur, être bon compagnon, et ça suffit. Moi, si vous voulez, nous, on a tenu un cabinet avec Nounours, enfin avec Romain, que vous connaissez, donc le traducteur des œuvres de Poutine. Donc voilà, c'est on a tenu un cabinet de députation, c'est pas compliqué, ça peut être beaucoup de travail, et voilà, il faut juste toujours avoir l'esprit de corps, beaucoup travailler, parce que nos électeurs attendront de nous des comptes, et d'ailleurs il faut rendre des comptes, faut pas attendre qu'on nous les demande, faut les rendre tout de suite. Moi j'ai des idées très précises si je devais avoir un mandat de la manière dont je le ferais, j'ai des idées extrêmement précises là-dessus, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. C'est avant tout, c'est-à-dire ne pas se laisser faire par le jeu parlementaire et être bon tacticien, c'est-à-dire, vous savez, on élit un binôme, en fait, on élit un député et son suppléant. Eh bien, moi je suis pour que, premièrement, on ne fasse pas faire carrière au nôtre ad vitam aeternam. C'est-à-dire que moi je suis pour qu'on switch les députés, parce que nous sommes partisans de la circulation des élites. Je suis pour qu'on switch les députés, et que pendant qu'il y en a un qui est à l'Assemblée et qui doit être à l'Assemblée, eh bien il y a l'autre qui est en circonscription. Si vous voulez, les gens attendront plus de nous, et c'est normal. Donc il faut être là, il faut être présent quand on nous le demande. Et voilà, c'est juste du travail, un peu d'abnégation. Alors je sais que quand on fait vraiment le travail de député, ça prend énormément de temps, c'est très ingrat. Ça, je le reconnais. Je le reconnais. Et d'ailleurs, je peux pour tout vous dire, j'étais allé m'excuser auprès d'un député républicain quand j'ai découvert le Parlement européen, parce que les députés européens sont des feignasses. Et j'ai dû aller m'excuser pour avoir péroré un peu trop sur le temps de travail des députés. Les députés nationaux, s'ils font correctement leur boulot, ils ont vraiment du pain sur la planche. Merci beaucoup. Donc, question suivante de Guillaume. Devons-nous jouer le jeu de la rhétorique présidentielle, élection du pour ou contre l'Europe, pour ces élections législatives? La politique nationale ne demeure-t-elle pas le levier principal pour convaincre? Avant tout, c'est très simple. D'ailleurs, je pense que l'Alliance le fait très bien. Il faut proposer avant tout de dire, voilà, Macron, nous visons avant tout Macron et le pouvoir de l'étranger qu'il est, tu vois, point barre. Et nous nous prépositionnons pour les élections européennes, mais le débat de la députation, c'est, et d'ailleurs c'est ce que dit Florian Philippot intelligemment, Charles-Henri Gallois très intelligemment et Nicolas Dupont-Aignan. Et également peut-être les hommes de reconquête, ça se vérifie. C'est de dire, nous nous garantissons face à Macron. Point. Voilà. Nous garantissons la population face à l'excès de pouvoir d'un homme qui ne s'appartient plus. Donc, Merci. Voilà. Je pense que personne ne fait l'erreur de... Si vous voulez, Macron, lui, le fait pour une seule raison. C'est qu'il n'y a plus que les boomers qui votent pour lui, et les boomers, ils surréagissent à l'idée d'Europe. Donc c'est pour ça qu'il le fait. Mais nous, on n'a aucun intérêt à le faire.
Merci beaucoup. Donc maintenant, question de notre cher petit gobelin. Y a-t-il des chances pour l'union de la gauche autour de Mélenchon qu'elle s'effondre totalement et ne parvienne pas du tout à faire un bon score? Alors, beaucoup de hiérarques socialistes anciens essayent de la faire sauter, mais je pense que le PS est dans un tel état de décrépitude que ce serait l'achever que ça n'ait pas lieu. Donc, je pense que de toute façon, ça, je pense que je vois pas ce qui peut, je vois pas ce qui peut le, je vois pas ce qui peut vraiment, ce qui pourrait la faire s'effondrer là. Je pense qu'elle s'effondrera après, pour les raisons que j'ai dit, ou pour d'autres. Mais je pense pas qu'elle s'effondre là, parce que en plus les journalistes de gauche sont tellement heureux, tellement heureux. Vous verriez comment ils sont. Et le pire, les universitaires de gauche, vous verriez comme ils sont contents. Non, non. Par contre, quand les résultats de tout ça, c'est-à-dire que Macron aura une majorité solide et que tout ceci aura été du théâtre, là on va rigoler 2 minutes. Qui vient à point, à qui c'est attendre. Donc maintenant, on va passer à la question de notre ami Chando. J'ai cru comprendre que la conjoncture géopolitique va bientôt amener des périodes de pénurie alimentaire, voire pire. Serait-il possible d'avoir un ordre d'idée de l'ampleur du problème, idéalement en kilos de pâtes à stocker? Vous me prêtez des pouvoirs que je n'ai pas. Vous me prêtez des pouvoirs que je n'ai pas. Je pense que, en effet, vu l'augmentation qu'il va y avoir sur les denrées, je dirais périssables, sur les denrées périssables à moyen et long terme, c'est-à-dire tout ce qui est pâtes, riz, tout ce qui est boîte de conserve, etc. Je vous dirais, ça coûte rien de faire des réserves. Je vous le dis. Je préfère, à la rigueur, c'est un fait de responsabilité. Je préfère que, moi, je préfère que vous soyez bordés. Je pense pas qu'il y aura, on n'en est pas encore là, mais je pense que si Alexandre Lohmann a raison, et jusque-là il n'a pas eu tort, mais c'est également l'avis de plusieurs de mes camarades, si on a une vague d'inflation, si ça dure 2 ans ou 3 ans comme ça, ouais, faites quand même des réserves ou, si vous voulez, ça me... Voilà, moi, si vous voulez, j'ai jamais, là vous le verrez, d'ailleurs il y a un gros truc sur la permaculture dans le prochain numéro de PL, moi j'ai jamais regardé de haut les gens qui faisaient ça, j'ai d'ailleurs un de mes anciens bras droits qui aujourd'hui a tout plaqué d'une situation assez enviable dans le monde bourgeois pour aller faire ça dans l'ouest de la France. Je pense que il faut aussi se chercher des alternatives, voilà, donc faites des réserves, apprenez également à, si vous le pouvez, si vous êtes dans un endroit qui vous le permet, on ne sait jamais. Peut-être même d'ailleurs que ça nous permettrait de faire ça à plusieurs, je ne sais pas. Il y a des tas de choses à voir. Je pense que malheureusement, cette crise que nous avons tant pas espérée, contrairement à ce que disent certains, mais tant attendue, est là. Et je pense malheureusement qu'on est au début. Donc voilà, après, je ne suis pas le survivaliste de l'année, donc il y a des auteurs beaucoup plus savants que moi qui vous renseigneront sur combien de lipides, de glucides, etc. vous devez avoir en permanence dans vos placards. Voilà, nous sommes passés par les patates, maintenant nous revenons au canon. Question de Horatio, quel avenir pour les pays occidentaux après une victoire de la Russie sur l'Ukraine? Vont-ils en tirer une leçon? Très difficile à dire. Je pense qu'en plus, ils vont avoir le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'ils vont se prendre également Taïwan dans la gueule. Imaginez. Les Chinois ne feront pas la bêtise de prendre Taïwan militairement. L'armée taïwanaise est une vraie armée. C'est pas l'armée ukrainienne. Vraie armée, elle est prête à se battre. En plus, pour ceux qui connaissent un peu l'ancien Formose, il
y a très peu de... Ça va être une guerre rue à rue, vu qu'il y a nulle part où fuir dans Taïwan. Donc ça va être du frontal et de l'urbain. Atroce. En plus, la traversée et le débarquement coûteront énormément d'hommes à la Chine. Les Chinois sont beaucoup trop intelligents pour ça. Imaginez si la Chine, comme je le pense, après une période de tension, parce que ce sera une vraie période de tension, arrive à prendre Taïwan, avec évidemment un statut spécial, qui est l'intérêt des deux parties, sans tirer un coup de feu. L'humiliation de l'Occident serait totale. Là, pour le coup... Après, si vous me permettez juste de diviser la question, dans l'Occident, on va prendre les maîtres et les laquais, parce qu'ils ne vont pas réagir de la même manière. On va prendre les maîtres, donc les Américains, et on va prendre les laquais, donc les Européens continentaux. Et on va prendre ceux qui sont en partie seulement des outsiders. Les Américains, à un moment ou à un autre, le clan westphalien, peut-être d'ailleurs qui ne sera plus représenté par Donald Trump, finira par faire entendre raison à une partie du peuple américain. Et je pense sincèrement que les impériaux iront jusqu'à mettre en danger, ça je vous renvoie au thèse de David Tusher là-dessus, qui est un grand expert de la décision territoriale aux États-Unis, qui est un de nos auteurs. J'ai très peur, je le dis, qu'ils envoient au carton le peuple américain, en interne. C'est une crainte pour moi. Bon, très bien. Mais il y aura des gens aux États-Unis pour comprendre. Chez les outsiders, c'est-à-dire ceux qui jouent déjà en partie la mondialité, en partie l'Occident, alors c'était un peu le cas des Israéliens, mais Naftali Bennett, la multipolarité, c'est pas son truc. En plus, à titre personnel, c'est un homme politique dont je me méfie, parce que Netanyahou est un homme rationnel, Naftali Bennett, je demande encore des gages. Ce qui est le cas d'Erdogan, mais Erdogan, le problème, c'est que à force de jouer sur tous les tableaux, il abat sa propre économie, mais ce qui est surtout le cas de Boris Johnson, eux, ils arriveront sans y perdre trop de billes. Les Européens continentaux, eux, ils comprendront rien. C'est-à-dire qu'ils vont s'enferrer, déprimer, puis à un moment, ça va... Il y en a qui vont se dire, écoute, on lâche, et... Alors vous avez ceux qui vont aller se mettre encore plus à quatre pattes vers les États-Unis, vous avez ceux qui vont aller quémander une gamelle à Pékin, et vous aurez peut-être quelqu'un qui se relèvera, peut-être. Mais les Européens continentaux, je ne les pense plus capables de quoi que ce soit, et surtout, leur population en partie, mais leurs élites plus du tout, mais surtout, je pense que c'est cette violence rentrée des faibles qui risque de faire dérailler le conflit si le conflit doit dérailler. Moi, d'un côté, nous serions face à la Russie, face aux États-Unis uniquement, sans les laquais européens qui jappent pour avoir de la violence, je serais beaucoup plus rassuré. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les caniches qui se frottent sur les pattes arrière des chiens de combat. Et eux, je pense, ne comprendront rien, ils sont lavés, décilés. Je pense... Encore une fois, c'est les Français dans le peuple qui vont le plus comprendre. Et ça, vous le voyez assez facilement, c'est que vous avez encore plus de la moitié des Français, à chaque fois qu'on les interroge, qui disent « Oui, Poutine, c'est pas bien, mais l'OTAN, c'est pas mieux. » Ce qui veut dire au passage que tout ce qu'on leur fout dans la gueule ne marche pas comme ça devrait. Donc, mais malheureusement, l'Europe de l'Ouest est très mal partie. Les impériaux démocrates, d'ailleurs Biden a eu l'obligeance de le dire, feront la guerre à la peau du dernier Ukrainien. Et ensuite, et ça vous le verrez dans quelques semaines, dans quelques mois, mes amis. Un jour, vous allez allumer votre télé, on vous parlera plus du tout de l'Ukraine. Comme on vous parle quasiment plus du tout de l'Afghanistan, sauf pour vous dire les talibans sont méchants, mais on vous rappelle pas pourquoi ils sont là. Et d'ailleurs, on vous parle plus de la Syrie. Voilà. Mais par contre, économiquement parlant, les deniers de la fin de l'impérialisme vont être durs à payer. Merci beaucoup. Donc, question suivante de notre bon vieux Pantoufle. L'outre-mer offre un potentiel géostratégique pour la France dans plusieurs domaines. Certains citent l'exploitation des océans,
la francophonie ou encore les relations internationales. Quels seraient les projets et actions concrètes à entreprendre dans ce sens? Alors, c'est extrêmement intéressant. Alors, premièrement, je pense que déjà, il faut changer totalement l'angle de vue sur nos territoires et départements d'outre-mer. Moi, c'est un de mes projets, j'essaierai d'y travailler dans l'année qui vient, peu importe, sur nos îles du Pacifique. Euh, J'aimerais déjà qu'on travaille sur la synthèse culturelle. Moi, je suis désolé, je ne peux pas, si tu veux, moi je regrette que ma fille n'entende pas, une fois dans sa scolarité, un chant wallissien. Comment vais-je lui faire comprendre, si personne ne lui dit, que quand elle croise un grand gaillard de Wallis qui sort de la base militaire à côté de Strasbourg, là où je vis, bah qu'en fait, par la nation, ce grand gaillard est un peu son cousin. Il ne lui ressemble pas, mais c'est pas grave. Bon. Vous voyez, déjà, il faut faire ça, il faut multiplier ça. Si vous voulez, il est anormal, et ça peut être en toute matière. Je vous rappelle quand même que la France abrite 2 des plus grandes réserves de biodiversité, qui sont la Guyane et la Réunion. Qui le sait? Vous vous rendez compte qu'on a fermé je crois qu'il y avait une chaire d'études... il y avait une chaire d'études de la diversité médicale tropicale par rapport à la Réunion, on l'a fermée parce qu'on a décrété que de toute façon, c'était pas la science telle que les laboratoires la voulaient. Donc, et ça, nos frères ont pris ça pour un manque de respect, pour un crachat dans la figure, c'est tout à fait normal. Donc déjà, premièrement, ça. Deuxièmement, et nous avions un camarade que je salue, parce que je pense qu'il est peut-être là ce soir, sous un pseudonyme, notre camarade Nodule, qui lui avait également travaillé sur l'utilisation stratégique de certains de ces territoires. Premièrement, il faut rendre, et ça sortirait toute une partie de cette jeunesse, qui est aussi une part de la jeunesse française, qui est bouffée par le chômage, le désespoir et la drogue, de rendre ces territoires indépendants, c'est-à-dire indépendants stratégiquement, c'est-à-dire qu'ils produisent leur électricité, qu'ils produisent leur énergie, etc. Qu'ils produisent une partie de leurs matières premières selon... Alors évidemment, pour ça, il faut faire un plan, il faut faire une cartographie, ça se fait dom-tom par dom-tom, mais ils peuvent le faire. S'inclure dans les espaces régionaux. Par exemple, je trouvais que Mélenchon avait une excellente idée de faire que certains de nos dom-toms entrent dans les associations d'États latino-américains. Pourquoi pas? Nous sommes un État latino-américain. Enfin, sud-américain, pardon, pas latino-américain, sud-américain. Nous le sommes. Je suis désolé, hein, le pays qui est immédiatement après, à côté de nous, c'est le Suriname, qui est plus petit que nous, hein, qui est plus petit que la Guyane, hein, désolé. Donc, et vous voyez ce que je veux dire? Inclusion, indépendance, ce qui nous permettrait de liquider l'octroi de mer, qui est une saloperie, parce qu'il est anormal qu'on ait maintenu un coût de la vie tellement élevé pour permettre à des gens qui gèrent le commerce entre la métropole et les dom-toms, et qui gèrent les dom-toms comme on gérait les colonies. Je suis désolé, l'octroi de mer est une saloperie. Or, et ensuite, les inclure dans un plan stratégique. Et Nodule avait travaillé, par exemple, sur le fait d'utiliser nos terres froides, donc Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple, pour y mettre une partie de nos grands data centers. Parce que tout simplement, ça dégage énormément d'énergie, il faut énormément de chaleur. Ça fait énormément de chaleur, mieux vaut le mettre dans des endroits froids. Et alors vous me direz, ça va coûter un bras. Oui, mais la liberté coûte des bras. Et attention, nous, ce sont des projets qui peuvent être tout à fait critiquables, il n'y a pas de problème, mais il y a des tas d'idées, il y a des tas de moyens, ce ne sont pas... Il faut prendre ces territoires pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des supports de souveraineté et les fenêtres ouvertes de la France vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut inverser totalement le discours. Ce ne sont pas des boulets, eux ils vont être dans là où ça va vivre et ils vont nous aider à vivre. Et c'est comme ça qu'on fera en sorte qu'au lieu de se barrer à l'étranger pour ensuite faire des déprimes
et devenir soit des yuppies de la mondialisation, soit des ombres françaises qui pleurent dans les bars, comme j'en ai croisé des centaines un peu partout où je suis allé, eh bien, on permettra à une partie des Français qui ne veulent pas rester dans une certaine ambiance en métropole à cause de différentes choses, eh bien, d'aller, entre guillemets, pas à l'aventure, mais le monde s'offre à eux par nos dom-toms. Nous sommes l'empire sur lequel le soleil ne se couche pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Et à partir de là, ça, ce sont des tas de trucs concrets. Autre exemple, nous avons des bases militaires à fermer dans des coins où nous n'avons plus d'intérêt stratégique. Il est grand temps de remettre des bases militaires dans nos îles du Pacifique. C'est dingue. En plus, quand on connaît le dossier, le nombre de nos soldats qui se sont mariés avec entre autres, à Tahiti avec des Vainés, bon, voilà, culture, stratégie, inclusion et défense. Voilà 4 trucs très concrets et ça change totalement le discours qu'on a à leur donner. Moi, je suis désolé, nous n'avons pas à dire avoir une sorte, comment je vais vous dire ça, de paternalisme avec ces territoires-là. Pas du tout. Ils ne demandent pas ça. Ils demandent du respect, de la liberté et ils demandent à être français et ils ont voté Mélenchon et Marine pour ça. Parce qu'ils savent qu'on veut les larguer. Alors certains me diront, ils ont intérêt vu qu'ils reçoivent de l'argent public. Ouais, peut-être. Mais j'en connais d'autres qui reçoivent de l'argent public et qui sont couchés devant Macron. Bah eux, ils sont pas couchés. Une remarque d'un de nos membres, et pourquoi ne pas faire l'ensemble de ces mesures pour les régions continentales? Alors, tout simplement, pour une raison qui est assez simple, c'est que, alors déjà, certaines, oui, bien sûr. Mais par exemple, si vous voulez, autant on doit pouvoir, si vous voulez, si toutes les régions de France essayent d'être totalement autonomes alimentairement, vous allez voir que, si vous voulez, il y a des régions qui vont pas tenir. Si vous voulez, prenez l'exemple de la région parisienne. La région parisienne, qui concentre, je vous le rappelle, 10 millions de gens, c'est-à-dire un Français sur 7 à un Français sur 6, ne peut pas produire totalement sa nourriture. C'est pas faisable. Ou alors, il faut faire sauter des villes entières. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'il faut revivifier les territoires avec des objectifs tout à fait parallèles. Tout à fait parallèles. Et ça, c'est le rôle du plan. On prend une filière et on dit, la filière, on va prendre un truc simple. Armement léger, Manurin. Bon. Eh ben, il faut des munitions de petit calibre. Donc il faut une boîte qui les fasse. À côté, il va falloir mettre des acheminements de matières premières pour les avoir. Donc il va falloir aller chercher la matière première pour les cartouches et pour les revolvers, enfin pour les armes de petit calibre. Ensuite, il va falloir des transporteurs spécialisés parce qu'on ne transporte pas des armes comme on transporte des courges, etc., etc. Vous voyez ? Et là, vous créez des boîtes étatiques qu'ensuite vous mettez en économie de marché, c'est pas un problème. Mais, et vous vous dites, ça doit être dans telle région. Pourquoi ? Par rapport à leur disponibilité, disons, par exemple, pour que ce soit vite arrivé dans nos bases militaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a les écoles d'ingénieurs qui sont prêtes, pas trop loin, etc., etc. Vous voyez ? Et ça, vous faites toute la filière. Et vous faites ça filière à filière. Et bien, à la fin, vous en avez replanté du territoire. Hein. Vous en avez replanté. Après, le vrai problème, ça va pas être de trouver les planistes pour le faire. Hein. Ça va être de trouver les capitaines d'industrie qui auront les couilles. Mais là, pour le coup, je suis désolé, méthode chinoise. C'est-à-dire le mec, on lui dit combien tu veux.
Ça me fait de la peine de dire ça. Mais bon. Par contre, le mec est responsable sur sa tête. C'est-à-dire, il est capitaine d'industrie, il a les mains libres, il a du blé, gloire à lui, mais si ça foire, gloire à lui. Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement précise. Nous allons passer maintenant à une question de Nostradamus. Un avis sur l'élection toute récente de Ferdinand Marcos, pardonnez-moi si j'écorche son nom, Non, Marcos. à la tête des Philippines, fils de De l'ex-dictateur. l'ex-dictateur Marcos. Alors ce qui est très très drôle, c'est que, alors, on va voir, évidemment, pour l'instant, il maintient un peu le storytelling qui a été celui de son père. Si je n'ai pas encore vu totalement son dossier, donc je vous dis ce que je sais de lui de tête. Il a maintenu le storytelling de son père. Il essaiera peut-être de faire une gouvernance des Philippines beaucoup moins... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il touche l'héritage de Duterte sur trois points. Qu'il touche d'abord l'héritage de Duterte d'un point de vue social. Je rappelle, ce que personne n'ose rappeler, que Duterte fait partie de l'internationale socialiste. C'est un homme qui a beaucoup fait pour la partie la plus indigente du peuple philippin. Il a mis en place des programmes qui n'ont pas démérité. Deuxièmement, qu'il abandonne le volet sécuritaire. Il est vrai très dur de Duterte, mais quand vous avez une armée criminelle de près de 250 000 hommes qui vit du trafic de drogue, vous devez les traiter comme ces gens-là doivent être traités. Point. Et dernier point, j'ai de grandes craintes, mais peut-être ne se vérifieront-elles pas, qu'il soit moins multipolaire que Duterte. Duterte a essayé de jouer avec les Américains et de jouer en même temps avec la Chine, ce qui est son intérêt en tant que Philippin. C'est son intérêt, ça ne se discute pas. Il avait dit aux Européens d'aller voir ailleurs s'il y était, et il avait eu raison, parce qu'on l'avait traité comme un indigène et qu'à un moment le casque blanc ça suffit. Mais j'ai peur que le fils Marcos peut-être sera tenté d'un réalignement occidental des Philippines, ou du moins pro-américain des Philippines, ce qui n'est pas l'intérêt des Philippines d'aujourd'hui. Peut-être que ça ne se vérifiera pas. Je vais vous donner le contre-exemple parfait qui est Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, quand elle a fait, alors elle a jamais pris la place de la junte birmane, mais quand elle a fait en sorte d'amenuire les pouvoirs de la junte birmane, on attendait qu'elle soit totalement pro-occidentale, ce qui au passage était d'une bêtise absolue. Moi j'étais juste pour une raison qui est simple, c'est que j'avais pu interroger un de ses traducteurs, c'est tout. Moi j'étais persuadé, et je l'avais dit, ce qui m'avait valu de me faire que tout le monde se foute de moi à l'époque, que c'était une nationaliste birmane très dure qui vit dans le souvenir de son père adoré, qui lui-même était un très grand général nationaliste. C'est lui par exemple qui avait réglé la question des Rohingyas déjà à l'époque. Et elle a été beaucoup plus multipolaire que tout le monde le croyait. La seule chose, c'est qu'elle avait fait toutes ses études en Angleterre, et donc elle avait appris cet art très anglais du discours à plusieurs tiroirs. Et donc les Occidentaux ont entendu ce qu'ils voulaient entendre, comme d'habitude. Et il est possible que la réalité fasse que Marcos, ne tire pas un trait sur le legs de Duterte. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, parfois, il y a des choses surprenantes. Moi, j'ai vu un homme qui a tout fait pour que l'Occident l'accepte, qui s'est mis à quatre pattes, qui a rampé, etc., qui est M. Bolsonaro. Eh bien, M. Bolsonaro, quand on lui a craché à la figure, c'est quand même un homme fier. Il a compris que l'intérêt du Brésil était peut-être ailleurs, et vous remarquerez qu'entre le discours de Bolsonaro et le discours de Lula sur la crise ukrainienne, il y a un papier à cigarette. Merci beaucoup. Donc ensuite, question de FH. Suite à l'annonce de Macron et van der Leyen qui souhaiteraient des décisions à la majorité simple ou qualifiée, plusieurs pays ont exprimé de sérieux doutes. 13. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon des forces en présence dans chaque camp? Et il nous met entre parenthèses 13 pays. Alors, il y a en effet 13 pays qu'on dit « niet ». Et le pire, c'est que, alors là, vous avez les Scandinaves. Et donc, vous voyez,
vous avez 3 types de pays qui ont appelé à voter non. Premièrement, vous avez les laquais de l'Allemagne. Deuxièmement, vous avez les pays de l'Est. Troisièmement, vous avez les États scandinaves. Ils sont tous là pour des raisons différentes. Évidemment, alors vous me direz, mais l'Allemagne et l'Union européenne et la Commission européenne sont les seuls qui ont quelque chose à gagner, vu que l'Allemagne, par ses laquais, a la majorité dans tous les cas. C'est tout à fait vrai. Mais, le problème, c'est que l'Allemagne l'Allemagne fait augmenter les enchères pour ça. Évidemment, elle le souhaite. Mais elle veut que la France se déshabille encore beaucoup plus avant de. Point 1. Point 2, une partie de ces mêmes laquais savent qu'il est de leur intérêt que Berlin ne puisse pas plus encore les contrôler. Parce que quand vous voyez un pays comme la Croatie qui a 3 chaînes de télévision nationale dont 2 n'émettent pas en croate mais en allemand, c'est une humiliation. Alors ces gens-là aiment bien humilier. Ça, c'est toute leur histoire. Or, beaucoup de pays ne veulent pas que l'Allemagne ait encore plus de pouvoir. 1. 2. Les petits pays savent que jamais, qu'ils seront les cocus de l'histoire, dans tous les cas. Alors vous me direz, oui, mais ils pourraient monnayer leur retournement, ils pourraient monnayer leur vote. Oui, mais ils le font déjà beaucoup mieux à l'unanimité, et vous comprenez très bien pourquoi. Si Malte peut bloquer un vote à l'unanimité, ça vaut beaucoup plus cher que Malte à la majorité. C'est-à-dire que dalle. On se comprend ? Bon. Et dernier point, vous avez les Scandinaves qui eux disent ouais, on va passer à la majorité. Donc ça veut dire que nous, on va payer pour ces salopards de pays du Sud. Eux, l'avantage, c'est que toujours parier sur leur racisme, on n'est jamais déçu. Donc, et de l'autre côté, vous avez, même pas la France, vous avez Macron, dont l'un des buts à terme étant d'être président de l'UE, lui, de toute façon, il entend terminer la France au nom du rêve eurocrate, parce que bon, il a que ça à faire. C'est la seule colonne vertébrale qu'il est. Et le pire, c'est qu'en plus, même avec ça, les Allemands, eux, veulent l'humilier. D'ailleurs, ils l'ont humilié, vous l'avez vu il y a quelques jours, sur la question ukrainienne. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, l'Ukraine doit entrer maintenant, ce qui est normal, vu que le patronat allemand entend les utiliser. Bon. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez Macron, vous avez l'Allemagne, et vous avez ce que j'appellerais l'État profond européen, c'est-à-dire des gens qui ne représentent pas leur pays, mais qui sont des Gauleiters de l'Union européenne, dont le plus évident est Mario Draghi. Le plus évident. Donc, voilà grosso modo les forces en présence. Je rappelle encore une fois que vous pouvez poser vos questions dans la petite icône à côté du vocal libre. Maintenant, vous allez passer à une question de Chachi. Comment la Russie va-t-elle réagir à l'otanisation de la Finlande ? Alors, je pense que les stratèges russes ont vu ça venir depuis un moment. Je pense pas que la Russie soit surprise. Il y a eu des choses peut-être un peu plus surprenantes. Je vais vous donner un exemple. Le coup qui a été fait dans le dos de la neutralité suisse m'a apparu beaucoup plus... Alors, la neutralité suisse est de plus en plus virtuelle, mais pas face aux eurocrates. D'habitude, c'est face aux Américains que les Suisses rasent les murs. Là, bon, très compliqué. Ensuite, vous avez une partie d'élite traître en Suisse qui est hallucinante, quoi. Qui est juste calmée par le fait référendaire. Or, les Russes ont vu l'affaire finlandaise. Et les Russes savent que, de toute façon, à terme, ils pourraient tout à fait reprendre la main dans les États scandinaves à la mesure que je vais être peut-être un peu cru et j'espère que vous me le pardonnerez. Les Russes sont persuadés, dur comme fer,
que la Finlande et la Suède tomberont parmi les premiers États européens. Ce qui d'ailleurs corrobore une partie de ce que pense notre sécurité intérieure. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous voient qui est Jonathan Alperi. Peut-être pas. Mais mon ami Jonathan a fait pour le compte des médias américains des reportages en Suède. Je peux vous assurer que... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Je peux vous assurer que c'est à peine croyable. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu récemment. Vous avez vu qu'il y a eu des émeutes. Or, ces émeutes sont souvent des émeutes armées. Et armées... Bon. Or, les Russes pensent que ces États vont devenir des États faillis et vont, avoir besoin de l'aide de la Russie à terme. C'est possible. Je lis pas dans le mar de café. Je dis juste que l'otanisation de la Finlande, la fin de la neutralité finlandaise, c'est un prix peu cher à payer pour qu'il n'y ait plus de flingues ukrainiens sur la tête de la Russie. C'est peu cher à payer. Merci beaucoup. Donc là, je vais poser une question double. Premièrement, ne faudrait-il pas se positionner clairement pour Julien Aubert? Et, point accessoire, en quoi le débat de la présidentielle n'a pas eu d'impact sur le vote présidentiel, mais surtout aux législatives? Alors déjà, il faut voir qui va se présenter au... Parce que là, si vous voulez, on ne peut pas prendre parti face dans une élection où tout le monde n'est pas déclaré. Si vous voulez, ce serait manquer de prudence. Moi, je serais bien partisan d'eux. Après, il faut aussi que Julien Aubert, peut-être pas ne le dise pas publiquement, mais peut-être il faut que Julien Aubert ait une discussion aussi avec le camp national. Moi, je sais que certains candidats des Républicains veulent avoir ce dialogue avec nous. Mais en même temps, ils arrivent et ils nous disent je suis pas macroniste, votez pour moi. Je fais attends, mon lapin. Il va falloir quand même manquer un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la notion de respect, mais voilà. Il va falloir déjà que tu nous prouves que tu vaux mieux qu'un macroniste. Déjà. Donc déjà, on va avoir tout ce débat-là. Mais si c'est lui, Wauquiez et Lisnard, donc Lisnard c'est du macronisme, hein, c'est du macronisme très nettement. Wauquiez c'est rien comme d'habitude. Enfin, en plus, c'est rien matiné quand même d'un européisme fanatique. Je vous rappelle que c'est la créature d'un homme qui était une ignoble ordure, qui était Jacques Barrot, et qui était vraiment l'anti-France fait homme. Et alors, si c'est ces trois-là, oui, Julien Aubert vaut beaucoup mieux, indiscutablement. Donc, ensuite, pourquoi le débat n'a pas eu tellement d'impact? Simplement parce que les gens ont vraiment voté contre Macron, ils n'ont pas voté pour Marine. C'est-à-dire que les gens du front, même les gens du front savaient que de toute façon, Marine, elle n'arriverait pas au débat. Si vous voulez, le problème, c'est que le vote aujourd'hui front est un vote de résignation, c'est-à-dire que les gens qui sont de certaines classes sociales votent front juste comme témoignage qu'ils existent encore. On n'est plus du tout dans un scénario comme en 2017 où il y avait un vote d'adhésion pour le front. Ça, c'était la magie, Philippot. D'ailleurs, vous en avez vu l'exemple classique, c'est-à-dire déjà qu'on a perdu le vote des jeunes. Ça a été sec et net. Et comme... voilà, c'est aussi simple que ça. Je crains que les gens du front soient passés à totalement un truc de dépit, c'est-à-dire, oh, elle ne nous a pas trop humiliés. Le terme étant juste, c'est pas trop. Bon, bah, pas trop. Ok. C'est triste qu'on en arrive là. Et c'est pour ça que ça n'a aussi eu beaucoup moins d'importance que la dernière fois,
pour une raison aussi qui est toute simple, qui est, que tout simplement, le rolling avait flingué, avait flingué les déperditions de voix en activant un vote utile devenu obsessionnel, et pourtant qui a retiré à cette élection. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que pour la première fois, les Français en ont majoritairement rien eu à foutre d'une élection présidentielle? Moi, j'ai eu des retours de scène. J'ai eu des retours de scène dans tout le pays où des mouvements de foule ont avant tout témoigné qu'ils en avaient rien à foutre. À la place de Macron, je m'interrogerais. En particulier sur le volet sécuritaire que tout ceci finira par prendre. Merci beaucoup. Combien de temps avez-vous encore à nous consacrer ou combien de questions on vous transmet encore? Allez-y, ne vous inquiétez pas. Donc, petite question groupée, sachant qu'on vient de m'en envoyer une en privé et je précise, il faut les poster en mentionnant Caleb, Marcus ou Fenkan Idéfix. Donc, question double de Alkin et de Zdavio. Comment aider la cause patriote en tant qu'expatrié de manière générale, cas où Macron a fait 60% en Scandinavie? Et question qui me semble liée à cette dernière, ne devrions-nous pas passer à un scrutin proportionnel intégral ou à un scrutin guillotine à la britannique? Alors, scrutin guillotine à la britannique, je me méfie beaucoup parce que ça amplifierait encore les problèmes de représentativité, alors que les Anglais, eux, le vivent très bien. Et le vivent très bien pourquoi ? Parce que dans un parti britannique, vous avez une ambiance de débat, y compris d'ailleurs chez des gens qui sont absolument infects, ce qui est le cas des Lib Dem et du Labour. Mais il n'y a pas de tentation d'hégémonie exterminatrice dans la vie politique britannique. C'est assez rare. Il n'y avait pas que des Thatchériens autour de Maggie. Et pourtant, Dieu sait qu'elle était sectaire. Donc, voilà. Je pense que malheureusement en France, je pense pas. Par contre, proportionnel intégral, très compliqué. Il y a un modèle qui nous tend les bras. C'est la proportionnelle à correctif majoritaire. C'est-à-dire, vous arrivez en tête de l'élection. Vous gagnez la majorité de l'Assemblée, tout le reste est à la proportionnelle la plus large possible. Là, vous avez l'avantage de la représentation et de l'efficacité. Alors, ça ne réglera pas tous les problèmes. Moi, je pense que c'est certainement l'arme référendaire qui serait le plus efficace pour la France. Mais voilà. Voilà, je pense que c'est important de réfléchir à ces trucs-là. C'est une excellente question. Et je pense que ce qui pourrait le plus nous aider, c'est vraiment plutôt un débat. Alors, il est vrai que ça mettrait un peu à mal quelque chose auquel les Français sont un peu attachés, qui est la notion de circonscription. Mais là où on en est, je vais dire, je pense qu'il faut être audacieux d'un point de vue institutionnel. Tout en restant dans l'esprit de la Ve République, et peut-être d'ailleurs que cet esprit devra aller jusqu'au bout. La deuxième partie de la question concernait les Français de l'étranger où Oui, Macron fait des scores phénoménaux et comment l'aider. Alors c'est assez simple. Il y a 3 choses que les expatriés peuvent faire. Premièrement, essayer de conscientiser les leurs, mais je vous le dis, n'y passez pas énormément de temps parce que moi j'ai vécu avec les expatriés longtemps. Je n'ai pas... je ne les admire pas particulièrement.
parce qu'il y a une ambiance de l'expatriation que je trouve parfois un peu problématique, particulièrement des expats en Afrique ou en Asie, où je dois dire que je ne suis pas certain que ce soit la meilleure image de la France qui est parfois donnée. Je pense que pour ceux qui sont conscients, soit de tout simplement de travailler comme agent d'information et d'analyse sur les pays où vous êtes, ce qui est important, et surtout d'utiliser vos compétences, et pour ceux qui le peuvent, de soutenir financièrement la cause et personnellement la cause. C'est-à-dire que vous, après, c'est par rapport à votre chemin de vie. Si vous devez revenir au pays un jour, vous devrez prendre le maximum du pays où vous êtes là. C'est certain. Si vous devez vous installer définitivement là-bas, peut-être faudra-t-il, je ne sais pas, réfléchir au lien que vous voulez conserver avec la France. C'est moi, à titre personnel, je sais que si un jour je dois partir, je m'assimilerai. Je m'assimilerai parce que je pourrais pas. Moi, je peux pas avoir plusieurs pensées. Je peux pas être deux personnes à la fois. Donc voilà, tout simple que ça. Donc maintenant, question de Jar Jar Bing et d'autres qui ont posé à peu près la même question. Sachant que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement, quel nouveau mode de contestation pouvons-nous mettre en place pour l'occupation de la rue et voire nous organiser de manière syndicale? Entre parenthèses, le coût des péages m'a beaucoup plu. Alors, je pense que, et là nous avons les hommes pour le faire, et il faut aider nos camarades des patriotes particulièrement, qui ont énormément travaillé, c'est d'arriver à nous inclure dans le mouvement social. Il y a de plus en plus de professions où nous pouvons influer par nos idées, à une condition, pour nous tous, c'est d'utiliser le maximum d'expérience au profit de la cause. D'accord ? Et je pense que on devrait, chacun de nous, réfléchir dans la sphère d'activité qu'est la nôtre, à se faire représenter. Moi, je vois, j'ai beaucoup de copains qui le font à titre de syndicat, et à donner l'image aux autres de nous-mêmes sans nécessairement leur imposer nos idées. Mais à un moment, c'est comme ça qu'on convertit par l'exemple. Et ça nous fait des trucs d'information. Vous vous rendez compte que moi, ça m'aurait plu de faire ça si on en avait eu les moyens, de créer un grand centre de documentation et surtout d'information souverainiste et nationale. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous devons avoir, alors vous me direz, les autres partis n'en ont pas de centre de renseignement. Alors je vous l'ai dit, moi mon modèle organisationnel, c'est pas les partis politiques, c'est l'IRA. Mais deuxièmement, je vais vous le dire franchement, je pense que nous devrions pouvoir, et c'est là où et les expats et les engagés politiques peuvent servir, et les engagés même, professionnels, si nous avions un grand centre de renseignement. C'est-à-dire des gens qui traitent des données, qui mettent des données à disposition sur des serveurs sécurisés pour que tout le monde puisse avoir toujours quelque chose à dire. Vous vous rendez compte que, finalement, personne n'a quoi que ce soit à dire dans une partie du camp national. Vous vous rendez compte qu'il y a des tas de choses qui nous échappent. Je vais vous donner un dernier exemple pour terminer. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est l'économie sociale et solidaire ?
C'est un vivier d'emploi d'environ 250 000 à 300 000 emplois entièrement tenus par les réseaux mélenchonistes. On a juste un camarade qui m'écrit de temps en temps, qui fait des notes là-dessus. C'est tout. Or, si vous voulez, nous, on ne connaît pas ça. Résultat, nous, on arrive dans des mairies. Est-ce qu'on prend ces réseaux-là pour les nôtres ? Bien sûr que non. Non. Nous, on fait comme certains maires du front, on essaye d'avoir El Famosa bourgeoisie patriote, avec tout ce qui, avec tous les échecs avenants. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire nous montrer dans le mouvement social, sans essayer nécessairement de le faire bifurquer, mais nous sommes suffisamment nombreux aujourd'hui pour nous y imposer. Merci beaucoup. Donc, dernière question avant qu'on laisse la parole aux membres validés du Discord qui sont illustrés par leur investissement et la qualité de leurs interventions pour qu'ils discutent un peu plus librement avec vous. Donc, dernière question, et pas des moindres, quelle place pour l'armée française en termes de géopolitique dans les années qui viennent ? Alors, là, si vous voulez, après, ça dépend des grandes options. Soit, bon, on reste dans l'optique de maintenir l'ordre otanien. Bon, très bien. Si c'est le cas, on va se faire jeter de partout. Hein. Je vous le dis tout de suite. On va se faire jeter de partout. Bon. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas ? Il y a des gens qui... bon, why not ? Je dirais why not ? Donc là, pour le coup, c'est l'amenuisement de notre outil militaire et surtout le fait que notre outil militaire va finir par faire partir. Je vous rappelle déjà qu'on a un turnover beaucoup trop gros hein, dans l'armée française. Hein. On a beaucoup de mecs qui ne rempilent pas. Hein. On va perdre nos meilleurs hommes. Alors qu'en plus, on a la chance d'avoir des soldats exceptionnels et qui savent se battre. Et qui pourtant se battent en haillons. Et en plus, vous allez avoir une déperdition d'autant plus grande que ceux qui ont Twitter l'ont peut-être vu, j'en ai mis plein la gueule à un mec qui est colonel et qui proposait quasiment de donner l'arme atomique au Bosch, dans Marianne. Bon, vous tirez les conséquences que vous voulez sur le magazine Marianne. Et je vous rappelle qu'il est tenu entre autres par un élu proche de l'ERM. Et deuxièmement, ce mec-là est prof à l'école de guerre économique. Alors croyez-moi que ça m'a vraiment, comme dirait Deadpool, ça m'a ramené la tuyauterie. Donc bon, voilà, c'est simple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut, avoir en tête le fait que une partie des gradés de l'armée française et dès le grade de colonel maintenant essayent de vendre leur outil militaire. C'est gravissime, hein. Gravissime. Donc voilà, moi voilà ce que je pense pour l'armée française scénario 1. Scénario 2, premièrement, il faut que l'armée française se remplume. Et je pense qu'il faudrait quasiment qu'elle double de nombre, c'est-à-dire non plus 200 000 mais 400 000 hommes. Mais pour ça, il faut tout revoir. L'égalité de droits de nos soldats. Je vous rappelle qu'un frère de Wallis, par exemple, qui perd sa maman, eh ben c'est les mecs de son régiment qui se cotisent pour qu'il rentre. Alors que si sa maman est à Brest, c'est l'armée qui lui paye son train. Vous voyez ? Deuxièmement, de mieux payer nos hommes. Troisièmement, détruire les missions qui bousillent nos hommes. Particulièrement l'ignoble saloperie qu'est l'opération Sentinelle. C'est-à-dire que nos hommes désapprennent à se battre, vivent dans des locaux insalubres, certains se suicident, d'autres quittent l'armée rien que pour ça. Et là, pour le coup, vous en faites un vrai outil militaire avec des hommes qui savent se battre. Je pense même de rappeler par des sociétés militaires privées, des SMP, nos anciens soldats qui ne demandent qu'à reprendre du service.
Et là, vous avez une armée qui tient vraiment la route, équilibrée entre une armée mobilisable et la dissuasion. Et ensuite, il faudra réfléchir à la militarisation des populations. Et là, nous venons de sortir un ouvrage là-dessus qui s'appelle Service national. Je pense que nous ne ferons pas l'économie de ça. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.